Il y a une véritable révolution urbaine de 67 km qui se déploie en ce moment même dans la grande région de Montréal. Le réseau express métropolitain, le fameux REM. Ce n'est pas juste un nouveau train automatisé, c'est un projet d'infrastructure qui est littéralement en train de redessiner le marché immobilier, l'économie locale et la structure même de nos quartiers. Pour bien comprendre, on plonge aujourd'hui dans une analyse détaillée de ce phénomène parce que ça touche très directement le portefeuille des gens et l'avenir environnemental de la métropole. Le grand dilemme actuel, on l'a vu passer récemment dans une discussion sur le forum Reddit de Montréal. La question posée était super simple, mais l'anxiété derrière était palpable. Faut-il acheter une maison dans l'ouest d'île dès maintenant ou attendre que la poussière retombe? Eh bien, avec l'arrivée de ce nouveau réseau, l'offre reste ultra limitée et les nouvelles stations ont tendance à propulser la valeur des propriétés vers le haut, pas vers le bas. Naviguer là-dedans, c'est devenu un vrai casse-tête. Pour bien décortiquer tout ça, au menu de notre analyse, d'abord, le boom immobilier du REM. Ensuite, la transformation des trajets quotidiens. On va calculer la véritable prime immobilière avant de passer aux facteurs de bruit et de nuisance. Finalement, on terminera avec l'impact macroéconomique et bien sûr les perspectives d'avenir sur l'abordabilité. Section numéro 1, le fameux boom immobilier. Historiquement, quand on construit une infrastructure de cette envergure, la valeur des terrains grimpe. Mais ici, c'est complètement fou. Prenons l'exemple du quartier 1030 à Brossard. On parle de lots qui étaient évalués à environ 7,5 millions de dollars avant l'arrivée des trains et qui ont explosé pour frôler le milliard de dollars aujourd'hui. 1 milliard, c'est le résultat direct d'une densification massive. On passe d'un modèle de banlieue classique à des pôles urbains à très haute densité. L'idée que plus on est proche, plus c'est cher se confirme donc à 100 %. Les condos situés tout près des stations voient leur prix grimper de 5 à 20 %. Et les investissements majeurs pleuvent. On n'a qu'à penser au projet Solar Uniquartier de Devimco évalué à 1,3 milliard de dollars ou au récent lancement des condos Palmant à 120 millions. Toute cette frénésie a d'ailleurs poussé le prix médian d'une maison à Brossard à plus de 505 000 $. Pour un secteur historiquement reconnu pour son abordabilité, c'est tout un choc. Ce qui nous amène à la section 2, la transformation des trajets quotidiens. Au fond, pourquoi les gens sont-ils prêts à payer plus cher? Parce que le temps, c'est de l'argent. Le vrai pouvoir de ce réseau, c'est de transformer des trajets pénibles de 45 minutes dans le trafic de l'autoroute en déplacements ultra rapides et hautement prévisibles. Partir de Brossard et arriver à la gare centrale en 19 minutes chrono ou de la station Panama en 12 minutes, ça change complètement la donne. Les distances ne se calculent tout simplement plus en kilomètres, elles se calculent en minutes. Et cette efficacité-là, elle crée un véritable virage dans nos habitudes de vie. Une enquête de l'Université McGill révèle une statistique fascinante. 61 % des usagers du REM avaient accès à un stationnement auparavant. Ça veut dire qu'ils ont activement choisi de laisser l'auto à la maison. C'est la preuve que le système réussit son pari de créer un transfert modal massif, ce qui est une vraie victoire contre la congestion routière. Section 3, le calcul de la véritable prime. Il faut quand même faire attention, la valeur ne monte pas juste parce qu'il y a un quai de train au bout de la rue. La vraie magie opère avec ce qu'on appelle les aménagements axés sur le transport en commun ou les TOD. C'est quand on intègre des commerces, du résidentiel, du stationnement sécurisé pour vélos et des connexions d'autobus hyper fluides autour d'une station. C'est la qualité de ce petit trajet entre la porte de la maison et le train qui justifie réellement la plus-value immobilière. Mais il ne faut pas se leurrer, toutes les stations n'offrent pas du tout la même réalité d'investissement. D'un côté, on a Brossard qui mise sur un modèle à très haute densité avec des gros complexes de condos et un marché locatif hyper dynamique. De l'autre côté, on a Pointe-Claire qui garde une approche de banlieue beaucoup plus classique avec une intégration graduelle axée sur les maisons unifamiliales. Bref, deux visions distinctes qui génèrent des rendements d'investissement très différents. Il y a aussi toute une équation cachée de coûts et de bénéfices à prendre en compte. Éliminer le stationnement au centre-ville, ça permet de sauver environ 400 $ par mois. En plus de regagner de 20 à 30 heures de temps libre. C'est un avantage énorme. Par contre, les acheteurs payent la note indirectement. Le gouvernement a instauré une taxe de développement sur les nouvelles constructions près des stations qui ajoute 10 $ par pied carré. Selon les estimations, ça se traduit par une prime de 6 % ajoutée directement au prix des propriétés neuves. Passons maintenant à la section 4, le bruit et les nuisances. Parce que oui, pour rester tout à fait objectif, vivre à côté des rails, ça vient avec son lot de défis. Acheter un condo collé sur une voie surélevée, ça peut vouloir dire endurer des pointes de bruit atteignant 85 décibels à chaque passage de train. À long terme, ce type de nuisance sonore intermittente peut carrément déprécier la valeur d'une propriété. L'orientation des fenêtres et la qualité de l'isolation acoustique du bâtiment deviennent donc des détails absolument cruciaux.
L'autre grand danger à ne pas négliger, c'est la spéculation hâtive. Acheter une propriété en se basant sur des tracés futurs qui ne sont pas encore confirmés, c'est s'exposer à un risque financier majeur. On l'a très bien vu avec la saga du REM de l'Est, où les plans initiaux ont été complètement révisés suite aux consultations publiques. Ceux qui avaient basé leur stratégie d'investissement sur les toutes premières cartes se sont retrouvés coincés avec des plans annulés. Section 5, la macroéconomie et la création d'emplois. Si on prend du recul une seconde, on réalise que ce projet de presque 8 milliards de dollars n'est pas qu'un simple train. C'est un moteur économique colossal pour toute la province. Selon les données de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, le chantier génère environ 7 500 emplois directs et indirects chaque année sur 4 ans. Au final, on parle d'un boni de 3 milliards de dollars directement injectés dans le PIB québécois. L'évolution du projet en soi est d'ailleurs assez remarquable et démontre une belle résilience. On est parti d'une annonce à 5,5 milliards en 2016. Malgré l'inflation et les obstacles techniques colossaux, le premier segment de la Rive-Sud a ouvert en 2023. Et tenez-vous bien, le taux de satisfaction des usagers atteignait déjà 79 % en 2024. Avec les expansions vers l'ouest de l'île et de montagne, on voit que les promesses de départ deviennent vraiment de réalité fonctionnelle sur le terrain. Et on termine avec la section 6, les perspectives d'avenir et l'abordabilité. À long terme, l'impact environnemental est perçu de manière très positive. On parle de 69 % des usagers sondés qui s'entendent pour dire que ce réseau est bénéfique pour l'environnement. Retirer des milliers d'autos des ponts chaque matin, ça sauve énormément d'émissions de CO2. Mais la médaille a un revers complexe. L'attrait grandissant pour ces quartiers hyper connectés crée inévitablement une pression immense sur la valeur foncière, ce qui favorise la gentrification. Qui nous amène à une réflexion finale vraiment incontournable pour l'avenir de la région. Est-ce que ce genre de développement centré sur le transport en commun est la véritable solution à la crise du logement en densifiant massivement l'offre? Ou est-ce que la prime de connectivité est tellement élevée qu'elle finit par exclure les résidents locaux de leur propre marché immobilier? C'est un équilibre extrêmement délicat entre bâtir des infrastructures vertes essentielles et maintenir une abordabilité réelle. La réponse à cette question risque fort bien de dicter notre paysage urbain pour les décennies à venir.